Bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec monsieur Christian Perronne, une grande figure dans le domaine de la santé en France. Vous avez été notamment vice-président du groupe d'experts des vaccins pour l'Europe de l'OMS, à l'époque où il y avait encore la Russie d'ailleurs. Oui. Vous êtes un ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles du HAS au Conseil de la santé publique jusqu'en 2016. Et vous avez écrit plusieurs livres. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Et Le réveil 4 ans après, le dernier. Il y avait même les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Et le dernier chez Guy Trédaniel, Le réveil 4 ans après. Et avant, j'avais écrit un livre sur la maladie de Lyme, qui était votre scandale spécialité sanitaire aussi, qui s'appelait La vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob. Voilà, donc voilà, ça fait 5 livres finalement ces derniers temps. Écoutez, tout d'abord, nous sommes vraiment très honorés de votre présence. D'autant que, on va en parler, vous avez été le seul Français à avoir été invité à l'investiture de Donald Trump, où vous avez pu faire un selfie, dont on se rappelle tous, avec monsieur Kennedy. Depuis quand le connaissez-vous, monsieur Kennedy? Alors, Kennedy, moi je ne le connaissais pas personnellement. Je connaissais son équipe depuis plusieurs années parce que j'avais déjà, j'étais impliqué dans le monde du vaccin où il était assez impliqué. Et c'était au début de la crise Covid, j'avais participé à des réunions internationales de complotistes. C'était une fois en Norvège ou en Suède, où il y a eu en Belgique, il y a eu plusieurs réunions. Et il y a une avocate belge qui était la représentante de Children's Health Defense, le mouvement de défense des enfants que Kennedy avait créé aux États-Unis, et que je connaissais bien, et qui m'avait dit, tiens Christian, est-ce que vous accepteriez d'écrire la préface pour la version française du livre de Kennedy, qui était déjà un best-seller aux États-Unis dans la version anglaise, qui s'appelait... Alors, le titre anglais était un peu différent, mais en français, c'était Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. Alors, Kennedy, ce n'est pas un médecin, c'est un avocat. Son bouquin, il était assez long à lire, mais très dense, mais super passionnant. 40 ans d'enquête sur toutes les crapuleries de Big Pharma, toutes les saloperies qu'ils ont pu faire, la corruption. Il cite tout le monde nommément, Fauci, tout le monde, Bill Gates. Et d'ailleurs, depuis que son livre est sorti il y a plusieurs années, il n'a jamais eu une seule attaque en diffamation. J'étais impressionné par des pages et des pages de références. Tout ce qu'il dit est prouvé, donc il était tranquille. Hein. Donc voilà, j'avais accepté d'écrire cette préface, donc c'était il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. J'ai apprécié Kennedy parce que je n'étais pas d'accord avec 2 points, parce que quelquefois il disait des choses qui n'étaient pas très justes sur le virus du sida. Il exagérait un petit peu dans un mouvement un petit peu anti-vaccin général, alors que moi je ne suis pas anti-vax, mais je suis anti ce soi-disant vaccin Covid. Bon. Moi j'avais dit, ça m'embête un peu de préfacer ce livre si Kennedy n'accepte pas que je fasse que 2 petites critiques. Et là j'ai apprécié son élégance parce qu'il a accepté. C'est rare, hein, parce que d'autres auteurs, quelquefois, m'ont demandé de préfacer leur bouquin. Je n'étais pas d'accord avec certains points. Ils ont refusé que je critique la moindre ligne. Donc ça prouve l'ouverture d'esprit, l'intelligence de Kennedy. Donc voilà, moi, je ne l'avais jamais rencontré personnellement. J'ai écrit la préface de son bouquin. Je suis resté en contact. J'ai rencontré après Mary Holland. Mary Holland est très proche de Kennedy depuis très longtemps. Elle était la présidente de Children's Health Defense, cette association pour les enfants là, aux États-Unis. Je l'avais rencontrée en Belgique, dans une réunion quasi clandestine, hein, c'était après les confinements, et on avait sympathisé. Et l'année dernière, j'avais été invité par le sénateur Ron Johnson, qui est un sénateur républicain, qui avait rassemblé une vingtaine d'experts de différents pays pour témoigner sur la crise Covid, les mensonges, etc. Moi, j'étais très honoré, j'étais le seul Français invité. J'avais d'ailleurs fait un topo au Sénat sur la fraude dans les publications scientifiques, ce qui est quelque chose pour moi qui est énorme, parce qu'il y a tellement de publications frauduleuses. Tout le monde a retenu l'article du Lancet sur disant 94 000 patients soignés, la chloroquine c'est très dangereux. Qui a été annulé d'ailleurs. Qui a été rétracté. Après, plus récemment, l'année dernière, il y avait ces Français qui avaient écrit que la chloroquine avait tué 17 000 personnes, c'était totalement bidon. Je remercie mes amis de l'association bonsens.org avec Xavier Zalbert et tous les autres parce que
on a pu, avec des scientifiques top niveau, des bons statisticiens, démonter cette étude et on a obtenu aussi la rétractation. Donc ça, c'est deux exemples, il y en a plein d'autres. Donc, toute cette fraude. Donc j'étais au Sénat américain et à la fin de la réunion, j'ai retrouvé Murray Holland, qui est proche de Kennedy, qui m'avait demandé une petite interview là, dans le Sénat. Et puis quand il y a eu l'investiture de Trump, moi je ne pensais pas spécialement y aller. Bon, j'avais une amie aux États-Unis qui m'avait dit, tiens, je peux avoir une invitation dans un dîner de gala. Mais en fait, ce jour-là, il y avait plein de dîners de gala. Il y avait le dîner avec Trump, le dîner sur la santé, le dîner peut-être sur d'autres thématiques. Et puis un petit peu à la dernière minute, bon, il y a un gars aux États-Unis qui est proche de Kennedy, qui est dans la santé naturelle, et qui m'a dit, si vous voulez, moi je vous invite j'avais déjà prévu d'aller à Washington, mais je vous invite au dîner précisément avec Kennedy. C'est comme ça que j'ai pu le rencontrer. Mais j'étais en contact avec sa secrétaire particulière. Elle m'a dit, ce jour-là, il y aura 800 personnes dans la salle, il va courir à droite, à gauche, c'est pas le moment de... Je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir un petit entretien? Il m'a dit, ce sera impossible, quoi. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas relancé depuis, parce que il est en train de faire d'énormes choses. Mais je retournerai sûrement le voir, mais quand il aura un petit peu atterri. Donc voilà, après j'étais lui dire bonjour, et il était très sympa. Et c'est lui-même qui a pris mon téléphone pour faire le selfie. Et moi j'étais très déçu, parce que dans la salle, il y avait 0 Français à part moi. C'est flatteur. J'ai rencontré Rob Ross, ce député néerlandais, qui était ancien député européen, parce que je crois qu'il n'a pas été élu la dernière fois. C'est un gars fantastique, c'est lui qui avait coincé Madame Small, l'adjointe de Bourla, de PDG de Pfizer, quand elle était convoquée au Parlement européen pour parler de ses soi-disant vaccins. Et puis il l'a fait un peu à la hollandaise, à la coup de poing dans le ventre, version imagée, mais les Hollandais, ils aiment bien comme ça titiller des gens un peu fortement. Écoutez, madame, arrêtez de nous baratiner, dites-nous oui ou non. Est-ce que Pfizer a fait des études sur la transmission? Elle n'avait pas préparé ça avec ses équipes avant, elle s'y attendait pas, elle s'est trouvée un peu idiote. Alors non, on n'a jamais fait d'études. Et pourtant, depuis 1 an, tous les médecins de plateau en France disaient, on a la preuve, c'est prouvé que ça marche sur la transmission. Quand on prenait la voiture sur l'autoroute, tous vaccinés, tous protégés, on a obligé les soignants à se faire inoculer, ou les soignants, les pompiers, les militaires, soi-disant pour protéger les autres, parce que ça protégeait la transmission. Il y a des eurodonnées, ils n'avaient même pas fait l'étude. C'était l'argument pour vacciner. C'était l'argument. Et là, c'est un crime contre l'humanité, parce que obliger des gens à recevoir un produit expérimental, c'est un crime contre l'humanité. Ils ne vont pas s'en sortir. Oui, mais ils disent que ce n'est pas en phase expérimentale. Ah bien sûr, parce qu'il m'a fait rire. Véran, moi, je finissais par l'appeler Pinocchio, parce qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, ça s'avérait faux après, ou il disait le contraire. Jamais on inoculera une femme enceinte. Pof, après, devant les caméras, il inocule Olivia Grégoire, là, que j'avais connue avant, quand j'étais bien vu en Haute-Sphère. Elle était au cabinet Xavier Bertrand, ministre de la Santé à l'époque. Jamais ce sera obligatoire. Puis paf, ça devient obligatoire. Il ne faut pas se moquer de nous. Même quand Véran a dit « mais le vaccin n'est plus en phase expérimentale depuis longtemps », même Pfizer et Moderna étaient embêtés parce qu'ils disaient une contre-vérité totale. Ils ont dû le démentir. Jamais le ministre s'est excusé en disant « excusez-moi, j'ai dit des bêtises ». Donc Véran, un jour, il sera convoqué dans les tribunaux, le jour où, j'espère, les tribunaux seront libres, pour rendre compte de tout ça, parce que c'est ignoble d'avoir obligé des gens à s'inoculer avec un produit expérimental fait à la va-vite. On n'avait aucun recul. On sait maintenant qu'ils ont zappé les phases d'études chez l'animal, ça n'a pas été fait comme il faut. Ils ont caché des données terribles sur les animaux, sur les malformations, les avortements des rats. Oui, et puis il y a un autre ministre de la Santé qui a dit qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Monsieur qui a un nom de rasoir, là, monsieur Braun. Mais je suis fier parce que j'ai porté plainte contre lui avec Xavier Zalbert. Bon, évidemment, là, je n'avais pas trop d'illusions, la plainte a été classée. Mais comment ce monsieur, qui se disait ministre, osait dire qu'il y a 0 effet secondaire, alors que même l'Agence du médicament française, qui pourtant sous-déclarait un maximum où il y avait très peu d'effets, il y avait déjà des morts déclarées, des effets secondaires graves déclarés, un ministre qui dit qu'il n'y a aucun effet secondaire, il est protégé par la justice.
moi, ça m'insupporte. Et d'ailleurs, moi, j'étais un des rares aussi, avec Xavier Zalbert et deux autres. On avait porté plainte contre Bill Gates un an ou deux avant. J'étais fier parce qu'il y a eu un procès comme le tribunal de Nanterre contre Bill Gates. Bon, évidemment, la justice a classé l'affaire. Mais ils mentent et hontément, ils racontent n'importe quoi, ils sont protégés. Bon, moi, je sais que si je porte plainte, ça ira à l'eau, je le savais, mais c'est ma petite fierté quand même. Ouais, bah vous pouvez être très fier. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Kennedy d'entrer en politique avec Trump? Je pense que c'était une excellente démarche parce que, d'abord, c'était un démocrate avec ses parents, son oncle. Il ne faut pas oublier que son oncle a été tué, son père a été tué, donc c'est un gars qui était traumatisé depuis l'enfance, qui est vraiment un type solide. Il voyait qu'il n'avait pas trop de chance. En plus, le Parti démocrate était parti avec l'État profond. Avec Biden, c'était une catastrophe. Kamala Harris aussi. Donc, il a eu l'intelligence de se dire, bon, mais finalement, Trump, c'est le seul qui peut sauver l'Amérique aujourd'hui. Donc, il a eu le courage de changer de camp. Après, moi, je suis pas un Trumpolâtre. Hein. Trump, c'est un homme d'affaires qui fait des grandes déclarations quelquefois pour choquer la planète. Il fait l'inverse. Et puis, lui, sa préoccupation, c'est l'économie américaine. Il s'en fout des Européens. Mais je dois dire que je préfère largement Trump, même s'il c'est un gars un peu rustre et tout ça, mais par rapport aux autres. Bon, voilà. Après, Kennedy, je pense que c'est un gars qui est beaucoup plus centré, notamment sur la santé et tout ça. Et j'ai vraiment été ravi d'apprendre qu'il était nommé ministre de la Santé. Et on voit déjà les actions. Il a des choses très simples parce que même l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. Mais on a l'impression qu'on veut tout focaliser pour que les gens soient malades chroniques pour apporter à l'industrie. Mais on ne met pas d'argent sur la prévention, la santé. Quelqu'un, justement, j'étais au Québec l'autre jour, dirait les cartes d'assurance maladie devraient être des cartes d'assurance santé, pas de maladie. Et là, c'est grandiose ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à lutter contre le lobby du sucre. Le sucre raffiné est le plus grand poison de la planète. On le sait, ça donne le cancer, ça donne le diabète, ça donne les maladies cardiovasculaires. Quand on voit que maintenant les lobbies du sucre ont dépensé des milliards pour que tous les jeunes du monde entier boivent des sodas et des boissons hyper sucrées, qu'ils sponsorisent les Jeux Olympiques en disant que c'est le symbole de la santé, donc ça devrait être marqué sur une bouteille, ça tue comme le tabac. Hein, maintenant, on a les preuves accumulées. Mais il a le courage de dire maintenant, il n'y aura plus de canettes de ces sodas dans les écoles, on va supprimer tous les excédents de sucre. On va commencer déjà à... Parce que son mouvement, c'est MAHA, Make America Healthy Again, faire l'Amérique de nouveau en bonne santé. Parce que la malbouffe, l'obésité, c'est une épidémie colossale. Quand on a des pays pauvres avant, ils étaient pauvres, mais ils mangeaient... Ceux qui n'étaient pas dans la famille mangeaient bien, ils étaient maigres, en bonne santé. Maintenant, on voit au Mexique, en Polynésie, partout aux États-Unis, dans plein de pays, une épidémie d'obésité monstrueuse. Et ça, c'est le sucre, c'est pas la graisse. Parce que le lobby du sucre avait financé la campagne dans les années 60, no fat, pas de graisse. Là, le gras, c'est très dangereux. Le gras, c'est indispensable. C'est le gras qui donne la satiété. Si vous ne mangez pas de gras dans votre repas, vous avez faim. Et après, vous bouffez du sucre toute la journée dans des petites collations, des petites boissons, pour tenir le coup. Donc voilà, c'est vraiment une révolution parce que le lobby du sucre est extrêmement puissant, c'est un des lobbies les plus riches sur la planète. Et affronter ça comme ça, c'est déjà rien que l'alimentation et supprimer les colorants toxiques, essayer de lutter contre les pesticides, tout ça, c'est un enjeu majeur quand on sait que Bill Gates est le premier financier des OGM. Donc c'est très courageux de sa part. Des fois, j'ai peur pour lui. Justement, qu'est-ce que vous pensez que la présidence de Trump peut engendrer comme changement? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à lutter contre la corruption? Alors, je pense qu'il est en train de le faire, parce que quand on voit... On sait que Kennedy déjà a viré pas mal de gens du... Voilà, c'est ça. Il a commencé par virer des têtes corrompues dans des grandes instances, comme l'agence du médicament américain qui s'appelle la FDA, qui s'occupe aussi de l'alimentation. Quand j'ai découvert, parce que je lisais le livre de Corinne Lalo, qui a écrit un livre remarquable sur la pandémie, oui.
Et elle disait que Pfizer, de mémoire, mais il faudrait vérifier, mais elle avait donné, je crois, 2 milliards à l'agence du médicament américaine pour qu'ils enregistrent le soi-disant vaccin en 10 jours. C'est pas de la corruption pour une agence fédérale. Donc il a fait le ménage dans la FDA, il a fait le ménage au NIH. Le NIH, c'est l'équivalent de l'INSERM, c'est l'Institut national de la recherche, qui était dirigé, dont la branche maladie infectieuse était dirigée par Fauci. Alors Fauci, pour l'instant, ils l'ont mis de côté, mais enfin, il n'a pas encore été attaqué. Mais enfin, il a remplacé le directeur du NIH, il a remplacé le directeur du CDC. Le CDC d'Atlanta, c'est le Centre de surveillance des maladies, qui est une institution militaire, on ne sait pas, même si c'est un aspect civil. Les fonctionnaires du CDC ont un statut militaire. Moi, j'ai travaillé avec eux souvent, avec l'OMS. Donc, il a remplacé évidemment la direction de la CIA, du FBI. Donc c'est déjà énorme. Et là, il a licencié plein de gens corrompus. Et dans la vaccination, il vient de virer les 17 membres de la CIP. Alors, moi, j'ai connu les membres de la CIP il y a longtemps, quand je travaillais à l'OMS. C'était le groupe d'experts pour les vaccins, pour les États-Unis. Alors, il en a nommé un petit nombre, dont Robert Malone, que je connais, que j'ai croisé plusieurs fois. Je l'avais vu la première fois en France quand il y avait eu un grand rassemblement à Massy il y a quelques années. Puis je l'ai croisé plusieurs fois aux États-Unis. Je l'ai revu à Washington l'année dernière au Sénat américain. Robert Malone, c'est un type solide. En plus, quand on dit maintenant, mais c'est un furieux charlatan, il faut rappeler quand même que Robert Malone est un des pionniers de la technologie de l'ARN messager. Mais au début, il y croyait. Et il ne l'avait pas développé sur les vaccins, il l'avait développé pour les thérapies géniques, ce qui était un flop complet, parce qu'on sait qu'en France, Alain Fischer avait essayé chez des enfants, les bébés bulles, les enfants étaient morts. Donc, quand on nous a dit, oui, l'ARN messager, il y a des années d'expérience, non, il y a eu des essais, ça a capoté. Et Robert Malone, c'est un type qui m'a impressionné, parce qu'au début du Covid, il a cru au narratif, il croyait en l'ARN messager, il était dans son labo où il était un peu déconnecté, puis il le dit lui-même, il s'est fait inoculer avec ces produits soi-disant vaccinaux. Après, il a regretté. Et puis après, il a vu la situation, et c'était un des grands combattants aux États-Unis. Moi, j'ai eu de la chance avec mes voyages aux États-Unis, tout ça. J'en ai rencontré plusieurs. Aux États-Unis, il y avait vraiment des combattants. J'ai pas rencontré, je ne sais plus comment il s'appelait, Zelensko, là, c'est ce médecin juif traditionnel à New York, Zelenko, je ne sais plus son nom exactement, mais qui a sauvé des milliers de gens à New York, après qui est mort bizarrement. Il est traité avec au début avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. J'ai croisé Corey, j'ai croisé d'autres médecins fantastiques. Et il y avait vraiment des vrais résistants chez les Américains, mais ils ont été diabolisés. Donc voilà, je pense que l'Amérique peut changer les choses, j'espère. Mais... Est-ce que vous pensez justement que ce qui se passe en Amérique peut avoir des répercussions sur le système de santé français? Ben oui, parce que comme l'Amérique, tout le système était totalement corrompu, Kennedy aussi a dit qu'il allait s'attaquer à la corruption dans les grands journaux médicaux. Et cette corruption, dans mon premier livre sur la maladie de Lyme, donc qui remonte avant le Covid, je l'avais déjà écrit que les grands journaux médicaux étaient corrompus. C'est pas moi qui le disais, c'est pas le petit complotiste Perron, c'était les rédacteurs en chef de ces grands journaux. Il y avait la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait fait des éditoriaux dans le New York Times pour dire mon journal est pourri. Au moins, elle avait le courage de démissionner. Il y a eu un autre un rédacteur en chef du journal qui l'avait dit. Le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, l'avait écrit avant le Covid, plusieurs années avant. Mon journal est pourri, la moitié des articles sont faux. J'ai honte que les étudiants en médecine, on leur dise d'apprendre dans ces journaux parce que c'est honteux. J'ai dit, il est bien ce gars-là. Et puis, ce qui m'a étonné, c'est que je ne l'avais pas suivi après. Quand le Covid est arrivé, quand il y a eu le scandale du Lancet, qui était là, je regarde qui est le rédacteur en chef, Richard Horton. Ben, il est encore là, il a craché dans la soupe, il a dénoncé son journal. Alors c'est que la soupe devait être bonne, parce qu'il crache dans la soupe, il reste là, donc là c'est pas possible. Ce gars-là, il faudrait qu'il rende des comptes, mais c'est pas moi qui ai dit qu'ils étaient corrompus, c'est eux. Et on a eu plein de preuves. Quand il y a eu Pfizer sorti dans New England Journal of Medicine une soi-disant étude pour montrer que le soi-disant vaccin Covid marchait. En plus, plein de choses sont pas régulières parce que
dans l'évaluation des vaccins, ça, il disait comme il voyait que la plupart des effets secondaires, c'était dans les 15 premiers jours, si vous étiez vacciné depuis moins de 15 jours, vous étiez considéré comme non vacciné. Exactement. Ça allait dans le même groupe. Après, quand ils ont vu qu'il y avait plein d'effets secondaires chez les inoculés, ils ont supprimé le groupe placebo. Non, c'est pas éthique de laisser ces pauvres gens non vaccinés. On va tous les vacciner pour les protéger. Donc du coup, on voyait plus la différence. Donc ils ont manipulé. Et il y a une chercheuse américaine, j'ai oublié son nom, elle a publié dans le British Medical Journal en 2021. Elle travaillait pour une petite boîte qui sous-traitait pour Pfizer pour faire les analyses de données. Et là, elle a craqué, elle a écrit, elle a eu du courage avec son nom en disant non, l'étude est truquée. Donc on sait, voilà, tout est truqué. Et c'est pour ça que Kennedy a dit qu'il allait faire le ménage dans la publication scientifique. Il faudra retrouver des vrais journaux scientifiques indépendants, parce qu'on sait que ces journaux dépendent totalement de l'industrie pharmaceutique financièrement. Il n'y a plus vraiment d'analyse indépendante. Quand on est, parce que le rédacteur en chef confie à 2 relecteurs, par exemple, si moi je veux publier dans le Lancet, il va envoyer ça à 2 relecteurs qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils vont critiquer. Moi j'ai déjà été, je me suis fait avoir plusieurs fois, en plusieurs décennies de publication, que quelquefois le relecteur pique mes idées, bloque mon article pour le publier, publier la même chose dans un autre journal. Puis il y en a qui, moi je l'ai vu dans la maladie de Lyme, qui n'avait pas le droit d'exister pour des raisons militaires. C'était impossible de publier un article sur la maladie de Lyme dans un grand journal, parce que dans tous les comités de rédaction, ils avaient un gars du CDC, le Centre de surveillance des maladies américains, qui est une obédience militaire, qui contrôlait les journaux, donc c'était impossible. Donc voilà, on était dans on est toujours dans une censure mondiale de la science. C'est ça qui m'a choqué, c'est que la science a été violée. On n'a plus de débat contradictoire. La science, c'est le débat contradictoire. Il y en a qui disent la Terre est ronde, l'autre elle est plate, l'autre ça change tout le temps. Maintenant, on peut être puni si on a une opinion contraire à celle du gouvernement. Ben oui. Et moi, Jean-François Delfrécy, qui était le professeur, qui était président du comité, comment ça s'appelle, le conseil scientifique Covid à l'Élysée. Moi, je l'ai connu quand j'étais vieil étudiant. Je venais de passer le concours d'internat. Lui, il était interne. Je l'avais remplacé un été quand il était interne. Donc, je le connais depuis 1978. Delfrécy, je l'ai croisé de temps en temps parce qu'il travaillait sur le sida. Il dirigeait l'agence du sida en France, le comité national d'éthique, tout ça. Et moi, je le connaissais bien. Quand j'ai vu le délire de toutes les décisions macronesques sur le Covid, c'était pas possible. Ça allait à l'encontre de toutes les données scientifiques de base. Je l'ai appelé 2-3 fois. Je lui ai dit, écoute, Jean-François, on n'est pas d'accord, mais je ne suis pas le seul. Accepte un débat contradictoire, il n'a jamais voulu. Si on n'accepte pas un débat contradictoire, c'est qu'on n'est pas à l'aise. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est quand Macron a dissous le conseil scientifique, il a retourné sa veste, on avait tout ce qu'on a fait, c'était nul. C'est lui-même qui l'a dit. On n'a pas pris le bon vaccin, on n'aurait jamais dû aller contre l'avis de la population. Bon, et je pense qu'il voulait se protéger, parce que là, je pense que toutes ces personnes qui ont pris des décisions absolument immorales et non basées sur la science, aujourd'hui, ils ont peur. Et c'est vrai que le fait que Trump arrive... Alors Trump, c'est pas un enfant de cœur. Moi aussi, j'ai pas compris ses décisions quand il était aux États-Unis, qu'il a favorisé le vaccin. Mais je suis pas sûr qu'il avait trop le choix à l'époque. Et puis, il n'était pas encore... il venait du monde des affaires, il connaissait pas ce monde de la santé. On a dit tous les Américains vont mourir. Et je pense qu'il a gobé une partie des trucs à l'époque. Enfin, là, on va le juger à l'acte. Hein, à l'époque, j'étais quelquefois... pas content de certaines de ces décisions. Est-ce que vous pensez justement qu'il va y avoir des dossiers sur les ARN messagers qui vont sortir? Bon, on sait déjà que les ARN messagers, ça tue, ça ne marche pas. On a déjà toutes les preuves. Tous les pays qui ont vacciné massivement et des pics de mortalité gigantesques. Parce qu'on a l'impression que la France est vraiment le dernier pays à rester un peu dans son microcosme. La France est le pays où les médias sont probablement le plus corrompus. C'est pas moi qui le dis, c'est le petit gars qui s'appelle Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je suis mon président. Et après 2 ans de crise Covid, parce que Macron 3 fois dans les médias, c'est lui qui parlait, il a donné 3 enveloppes aux médias, aux ordres. Alors, le premier c'était 666 millions d'euros, 666, un chiffre satanique un peu bizarre. Bon.
on lui pardonne. Deuxième chiffre. Troisième chiffre, la dernière fois, c'était, je crois, au Nouvel An. Il allait pour les vœux à la presse en les remerciant de garantir la liberté d'expression et blablabla. Troisième chèque, ça faisait 3 milliards en 2 ans. Moi, je me souviens, je l'avais un peu attaqué dans les... Alors depuis, il ne dit plus les chiffres. Parce que maintenant, il sait qu'il est surveillé. Je pense qu'il ne s'est pas arrêté de donner. Quand on voit tout ce qu'il donne partout comme argent à McKinsey, maintenant c'est par dizaines de milliards qu'il a donné à l'Ukraine et qui continue. L'autre jour, il est allé au Groenland, il a donné encore 2 milliards parce que Zelensky vient faire la manche à Paris. Non, mais à coup de milliards. Et les médias français ont touché des milliards, plus les centaines de millions de Bill Gates. Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'esprit critique en France. Mais là, ces soi-disant vérificateurs, redresseurs de faits qu'on appelle les fact-checkers, maintenant on voit tout l'argent qu'ils ont touché de façon plus ou moins illégale. Avec le fonds Marianne, non? Un petit peu, je crois. Avec le fonds Marianne. Oui, il y a le fonds Marianne. Et là, récemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'ils sont impliqués avec le MI6, les services de renseignement anglais. Je ne sais rien, c'est possible, on verra. Mais ces gars-là qui sont sortis de nulle part, qui n'ont aucune compétence scientifique, venaient dire que j'étais un charlatan. Pendant 15 ans, j'ai conseillé des gouvernements sur les épidémies, les crises sanitaires, les vaccins. J'étais président de tous les comités de vaccination en France, vice-président à l'OMS. Et ces petits gars-là, ils viennent me dire Perron, il n'est pas sérieux. Mais qu'ils se couchent, qu'ils aillent dans leur trou. Parce que ce qui m'a fait rigoler dans toute cette crise, c'est que quand on m'a attaqué, moi j'attaquais, ou je n'attaquais pas, je donnais des avis, avec tout ce que j'ai dit, c'était prouvé. Dans tous mes livres que j'ai écrits, chaque fois que même les éditeurs étaient un peu inquiets, ils ont fait vérifier par des avocats. Tout est sourcé. Chaque phrase que j'ai dite était prouvée. D'ailleurs, quand mon premier livre de Covid est sorti, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Ils sont tous déchaînés. Perron va être traîné devant les tribunaux, il diffame, il dit n'importe quoi. Non, je ne diffame pas. Je dis Véran a dit ça tel jour, preuve. Il dit l'inverse 3 mois après, preuve. Bon, j'ai le droit de me moquer un peu de mon ministre, mais c'est pas, je ne le diffame pas, c'est lui qui se diffame tout seul. Bon, voilà. Donc, j'ai toujours donné des choses sourcées, prouvées. Et quand il m'attaque, Perron dit n'importe quoi, il est discrédité par ses collègues, ils ne savent pas dire autre chose. Jamais ils m'attaquent sur le fond. Quand ils ont fait leur connerie, la variole du singe, c'était gros comme une maison, que c'était un truc monté. Là. En plus, Bill Gates l'avait annoncé 1 an à l'avance, pile poil, l'épidémie va démarrer en mai 2022. Moi, j'adore Bill Gates, c'est comme un homme soleil, il prévoit très bien. L'épidémie sort à 15 pays différents, aux 4 coins de la planète, en Australie, en Argentine, en Suède, en Suisse. Ça n'a pas trop marché, ça, la variole du singe. Non, parce que ils ont trafiqué le virus, mais ils l'ont mal trafiqué, ils se transmettaient que par voie anale, ce qui n'est pas très efficace pour faire une grande pandémie. Mais Bill Gates avait quand même déjà fabriqué le vaccin, il avait tout préparé. Moi, je dénonce ça en disant ça ne tient pas la route, votre truc. C'était les premiers jours où Jérôme Salomon, qui est en plus mon adjoint, directeur général de la santé, annonce la future pandémie de variole du singe. J'avais fait un communiqué en français, puis j'ai une amie en Suisse qui l'avait traduit en anglais, qui l'avait envoyé dans le monde entier. Alors, 2 jours après, j'ai un grand article. Tous les chercheurs de l'INSERM contre le professeur Perron. Alors je dis, oh là là, si j'ai tout l'INSERM contre moi, ça devient grave. Alors, je lis l'article, il y avait un gars qui travaille à l'agence du sida, qui est rattaché à l'INSERM, mais ce n'était pas directement l'INSERM, qui me critiquait. Et moi, j'avais tout ce que j'apportais les preuves, mais rien. Perron dit n'importe quoi. Alors là, je m'étais un peu inquiété, mais déjà j'avais vu ça 2-3 fois. J'ai encore des amis journalistes, même s'ils n'osent pas le dire. Je dis, oui, maintenant... quand on écrit un article, c'est une autre équipe qui écrit le titre. Parce que maintenant, les 3/4 des gens, quand ils zappent sur leur téléphone portable, ils regardent que les titres. Parce qu'ils regardent 15 informations à la minute. Ah, t'as vu, Perron, il a tout l'INSERM contre lui. Mais les gens ne retiennent que ça. Et l'article, il n'y a aucun chercheur de l'INSERM contre moi. Et là, j'ai vu cette manipulation. Moi, j'ai eu droit à Paris Match, j'ai eu droit à l'Express, la chute du professeur Perron, la déchéance. Et je m'en fous complètement parce que leurs articles, ils sont... Et maintenant, où je suis ravi aujourd'hui, c'est que les grandes télés officielles, l'audimat a chuté. Oui, plus personne, enfin, selon moi, regarde la télé. Parce que pour mon ami Emmanuel, il a fait 1,5 million pour un président.
c'est quand même assez minable. Et les journaux papier ne se vendent plus. Ils ne survivent que grâce. Donc c'est pour ça quand ils m'attaquent dans ces journaux, le nombre de gens en France qui lisent ça, c'est très peu. Donc ça ne me touche même pas. Ça... Il faut même être flatté, je pense. Comment ? Il faut même être flatté. Ah oui, bah, pour moi, c'est la Légion d'honneur quand je suis attaqué comme ça. C'est quand on me traite de charlatan. Non, mais ce sont des minables. Là, je pense qu'ils sont un peu inquiets aujourd'hui, justement. C'est pour ça qu'ils ont voulu diaboliser Trump, diaboliser Kennedy. Moi, ce qui m'a choqué, j'étais au Québec la semaine dernière, et juste avant d'arriver au Québec, je vois une interview d'Agnès Buzyn, notre chère ancienne ministre, qui dit « Ouais, Kennedy, c'est terrible ce qu'il fait, c'est un anti-vax, il va être responsable de la mort de plein d'enfants aux États-Unis. Et si jamais... » Alors ça m'a choqué, parce que le Covid n'a pas touché les enfants. Enfin, quand même, peut-être qu'ils ont fait quelquefois une petite grippette bénigne, mais les morts du Covid, il n'y en a pratiquement pas eu dans le monde, chez les enfants. En France, moi je suivais ça, la première vague était la seule virulente, après le virus a perdu de sa virulence. Je crois qu'il y a eu moins de 5 morts dans toute la France, des enfants qui avaient des anomalies génétiques terribles. Bon, donc le Covid ne faisait rien aux enfants globalement. Et elle ose dire... Si à cause de Kennedy, les enfants américains ne sont pas vaccinés contre le Covid, ce n'est pas un vaccin, il faut lui rappeler, parce que je ne pense pas qu'elle sache que ce n'est pas un vaccin, et qu'il y a des morts du Covid chez les enfants aux États-Unis, Kennedy devrait être mis en justice. Et quand on voit ça, on hallucine, on dit mais elle est sur une autre planète, cette femme. Le Covid ne touche pas les enfants, le vaccin Covid a tué des milliers d'enfants dans le monde entier, des milliers d'adolescents, des jeunes qui sont écroulés sur les terrains de foot, maintenant on a toutes les preuves. Plus la stérilité, plus les cancers, plus tout le reste. Les turbo-cancers, oui. Et même quand je pense que l'assurance maladie, moi j'ai reçu, comme maintenant je suis un peu âgé, j'ai reçu 4 fois des relances pour faire mes rappels de vaccin Covid parce que j'étais âgé, alors qu'on sait que ce vaccin ne marche pas, qu'il augmente le risque de faire une forme grave, qu'il augmente le risque de mourir. Je l'avais dit déjà dans les médias en 2021. La dernière fois, j'étais invité sur CNews. Hein. Il y avait Rio Foll et Pascal Pro. Après, j'ai plus été du tout invité sur les petits médias de grand chemin. J'avais les chiffres anglais qu'à l'époque, au moins Santé publique Angleterre, contrairement à la France, a donné ses résultats en fonction du statut vaccinal des gens qui étaient morts ou pas. Et en Angleterre, ça montrait que si quelqu'un faisait une forme grave de Covid, s'il était inoculé par le pseudo-vaccin, il avait 4 fois plus de chances de mourir qu'un non-vacciné. D'ailleurs, j'avais envoyé les courbes à la rédaction de la télé pour qu'ils me croient. Je voulais qu'ils les projettent et ils n'ont pas osé les projeter. C'est dommage. Mais on a la preuve que c'est une saloperie qui ne marche pas, qui tue, qui donne des turbo-cancers. Il y a des publications. Moi-même, j'ai participé avec des gens de bon sens. On avait publié avec Jean-Marc Sabatier et autres la toxicité de cette protéine spike, cette protéine de pointe qui est cancérogène, qui donne de l'inflammation, des caillots. Et quand on voit tous ces gens morts, jeunes, alors moi je rends hommage à Cécile Maïchak, c'est cette femme d'origine belge là, qui avait créé le Doctoton, qui avait été très attaquée. Et récemment, elle a créé un nouveau mouvement qui s'appelle la Grande Famille. Elle a demandé à des experts, en médecins ou autres, des gens un peu connus, de parrainer une victime du pseudo-vaccin. Alors moi, c'était un peu douloureux parce que j'ai dû parrainer un jeune qui était mort. Enfin, j'ai accepté pour sa famille, je peux dire son nom parce que sa famille accepte il s'appelle Anthony Rio. Il est un étudiant en médecine très brillant à Nantes, il avait 24 ans. Son doyen l'oblige à se faire inoculer, ce qui est un scandale total parce que il n'y avait aucune donnée sur la transmission et les jeunes n'étaient pas à risque. Et ils n'étaient pas à risque de contaminer leurs patients. Il meurt quelques jours après dans des conditions horribles. Et heureusement, pauvre, il était mort, c'est pas heureusement, mais en France, Macron a fait interdire les autopsies, pas interdire, mais c'est quasiment impossible d'avoir des autopsies aujourd'hui, parce qu'il ne voulait pas qu'on prouve. Alors qu'en Allemagne, aux États-Unis, certains médecins continuent à pratiquer les autopsies. Et ce jeune Anthony Rio, son professeur de médecine à Nantes a exigé une autopsie. Donc c'est un peu par hasard, mais il faut lui rendre hommage, parce que
Grâce à ça, on a pu voir que le pauvre Anthony, il avait des caillots dans tous ses organes, le cerveau, la rate, le foie, le cœur. Et quand on discute avec les anatomopathologistes ou les chirurgiens cardiaques, quand ils regardent ce qu'il y a dans les artères des gens décédés de la vaccination, pseudo-vaccination, normalement quelqu'un qui meurt d'un caillot, quand on ouvre le caillot, il est rouge, friable, c'est de la fibrine. Là, c'est du caoutchouc. C'est surnommé les calamars. Oui, c'est le surnom les calamars, un peu. Ouais, ils appellent ça, on sort des calamars. Et moi, j'ai rencontré, quand j'ai fait le Tour de France, des dirigeants de pompes funèbres. Ils m'ont tous dit en ce moment, ils ont une activité qu'ils n'ont jamais vue toute leur carrière. Mais des gens pas tout jeunes. Hein. Ils m'ont dit, des morts, on en a partout, on ne sait plus où les mettre dans les armoires frigorifiques, des enfants, des morts-nés. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a un peu avoué, parce qu'en septembre dernier, je crois qu'ils ont allongé le délai d'inhumation éventuellement d'incinération, parce que il n'y a plus les moyens d'assurer ça de façon normale. Normale, la mort, de toute façon, on va tous mourir, mais la mort fait partie de la normalité quelque part. Et là, on a un phénomène explosif. Et quand le gars il me dit on n'a plus le droit de déclarer, c'est pas une interdiction, mais on nous dit de ne plus déclarer les morts-nés en morts-nés, parce que mort-né, il y a un certificat de naissance, un certificat de décès, donc ça laisse des traces. On doit les déclarer en né sans vie, parce que si on est né sans vie, il n'y a pas de traces. Ouais. Quand c'est un gars des pompes funèbres qui vous dit ça, puis confirmé aussi par les thanatopracteurs, les embaumeurs, ils vous disent exactement la même chose. Moi, je connais quelqu'un qui a un appartement à Paris en face d'un cimetière. Bon, il voyait des convois funéraires passer de temps en temps. Là, il m'a dit, depuis qu'il y a le vaccin Covid, c'est non-stop. Tout ça, et de toute façon, là, les chiffres sur la mortalité. Alors après, quand on disait ça, mais non, c'est des bêtises, c'est le Covid qui a tué. Dans le Covid, il n'y a pas eu de surmortalité à part des gens très à risque. Il faut leur rendre hommage parce qu'on aurait pu en sauver 90% avec les si on les avait soignés. Qui ont été interdits. Moi, je l'avais dit dans les médias français en juin 2020. Ça m'a coûté cher après, mais j'avais dit que le gouvernement français avait 25 000 morts sur la conscience de ne pas avoir traité à la chloroquine. Oui, et puis il y en a beaucoup qui ont été étiquetés Covid alors qu'ils n'étaient pas morts du Covid. Là, et puis il y a le Rivotril aussi. C'est une fausse épidémie, le scandale de l'euthanasie au Rivotril. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais encore en activité à Garches, au début, des médecins d'EHPAD étaient venus me voir. On était tous masqués, là. Et puis il y en avait qui avaient suivi mon conseil, qui soignaient à l'hydroxychloroquine, à l'azithromycine, qui avaient bricolé des masques et des blouses avec des sacs poubelles parce que le gouvernement n'avait plus rien, ne donnait rien. Il n'y avait pas d'argent pour tout ça. Et puis il y en a d'autres qui ont suivi le gouvernement. Mais ceux qui ont suivi le gouvernement, il y a eu dans certaines maisons de retraite 50% de mortalité. Ceux qui ont résisté, ils n'ont pas eu de mort. Ça m'avait frappé tout ça. Évidemment, tout ça a été camouflé, c'est complotiste. Et puis après, l'invention il y a eu une deuxième vague, une troisième vague, mais à chaque fois beaucoup plus faible. Il n'y a jamais eu de saturation dans les hôpitaux. La saturation, c'était bidon. L'Agence régionale de santé n'autorisait que certains hôpitaux prennent en charge les Covid. Au début, dans les Hauts-de-Seine, 92, c'est comme un très grand département, j'étais le seul hôpital autorisé. Donc la première vague, on avait 40 malades. Puis la deuxième, on avait 14. La troisième, on en avait 8. Puis après, c'était fini. Mais si on avait accepté que 2-3 autres hôpitaux prennent en charge, il n'y aurait jamais eu de saturation. À Strasbourg, ils ont fait croire qu'il y avait une saturation. On voyait des TGV partir pour Bordeaux, des hélicoptères partir en Allemagne. L'Alsace va s'écrouler. Il y avait un seul hôpital qui était autorisé à prendre en charge. Et tous les autres hôpitaux, après j'ai parlé avec des médecins, je suis allé à Strasbourg avec des infirmiers dans ces autres hôpitaux, ils avaient arrêté toutes les activités, vidé leurs services. Ils avaient des machines de réanimation ultra modernes. C'était des réanimateurs hyper compétents formés au CHU. L'Agence régionale de santé a dit non, on n'avait pas le droit. On envoie les malades en Allemagne à bord. Tout ça, c'était un film d'Hollywood pour faire peur aux Français tous les soirs au journal de 20h. J'avais mon ancien élève que les Français ont baptisé le croque-mort. C'est pas moi, mais c'est vrai que ça correspond un petit peu à la situation, qui tous les soirs énumérait les morts pour faire peur.
Les Français pensaient, en sortant de chez eux, enjamber des cadavres, comme dans le... Je ne sais pas si vous avez lu La peste de Camus. En fait, là, il n'y a rien eu, quoi. Malheureusement, il y a eu des morts parce que c'est des salopards qui ont fabriqué un vaccin pour tuer, mais ça n'a pas aussi bien marché qu'ils le voulaient. Puis parce que les gens n'ont pas été soignés aussi. Enfin, c'était prenez un Doliprane et venez aux urgences quand vous allez... C'est honteux de refuser les... Et là, j'ai encore des médecins que je connais. Je reviens du Québec. Là, il y a un chercheur de l'université Laval, parce qu'il a dénoncé tout ça, qui était un des meilleurs chercheurs, là, qui a été viré, qui n'a pas de salaire depuis 2 ans. Des médecins au Canada. Le Canada a été très maltraité, hein, surtout le Québec. Hein. Et là aussi, je reçois des messages de médecins français qui, là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, passent devant le Conseil de l'Ordre parce qu'ils ont sauvé des malades. Ils ont donné l'hydroxychloroquine, qu'ils ont été méfiants sur ce saloperie de produits vaccins. Normalement, un vaccin ne peut pas l'administrer à un individu humain avant 10 ans. Donc c'était totalement illégal ce qui s'est fait. Et toutes les méta-analyses sérieuses, méta-analyses, c'est quand on reprend tout ce qui est publié sur un produit dans le monde, montrent que l'hydroxychloroquine, ça marche, il n'y a plus à tortiller. Oui, parce que les tests qu'ils ont faits, c'est des tests avec des doses beaucoup trop élevées. Ah oui, parce qu'il y a eu ces gens complètement inconscients. Ce qui était drôle, c'est que l'étude Discovery, l'étude e-Covid en France, Macron disait c'est le modèle de la science. À mi-chemin, ils sont aperçus que l'hydroxychloroquine, azithromycine, ça marchait. Ils ont été embêtés. Donc c'est pour ça que Véran a pris prétexte de l'étude du Lancet pour interdire de continuer à inclure des patients dans ces études. Puis après, ils n'ont jamais publié les résultats. Moi, j'aimerais bien les voir. J'ai vu l'étude intermédiaire, donc je sais. Et après, l'énorme scandale, c'était les Anglais avec l'OMS. C'était l'université, je crois que c'est Liverpool, si je ne me trompe pas. Ils ont fait une étude recovery où ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, qui est une dose toxique potentiellement mortelle. Et quand avec Xavier Azalbert, il a interviewé le gars en Angleterre, il a dit pourquoi vous avez pris cette dose? Alors visiblement, le gars, il ne connaissait pas du tout les maladies infectieuses, ni la chloroquine, ni tout. Ah ben c'est la dose habituellement recommandée par l'OMS pour l'amibiase. Alors Xavier m'appelle, on n'a jamais utilisé la chloroquine dans l'amibiase, il sort de la planète Mars, ce gars-là, mais c'est pas possible. Alors je pense qu'il a peut-être confondu le nom, parce qu'il y a un produit pour ce qu'on appelle l'intétrix pour soigner l'amibiase intestinale dans un des produits chimiques, a un nom qui ressemble un peu à l'hydroxychloroquine. Mais soit il est totalement incompétent pour faire ce style de confusion, soit c'est volontaire. Moi, je pense plus que... Après, ils ont dit, oh, regardez, il y a plus de morts dans le groupe chloroquine. En utilisant une... Il ne faut pas oublier que l'hydroxychloroquine à forte dose, c'était même dans le livre qui a été censuré après, mais Suicide mode d'emploi. Si on avale une boîte de plaquenil et puis avec d'autres produits, c'est un médicament du suicide. Alors qu'à petite dose, c'était en vente libre. On achetait ça comme des pastilles Valda en pharmacie jusqu'au mois de janvier ou février de 2020. Puis même le Doliprane, ça peut être mortel. Le Doliprane, c'est un très mauvais médicament qui induit de l'inflammation. C'est pas un bon antalgique, c'est pas un bon produit. L'aspirine est bien meilleure. Après, il faut respecter, il y a des gens allergiques à l'aspirine. Des fois, l'aspirine, ça peut fluidifier un peu le sang. Il y a des précautions à prendre. Mais l'aspirine a été diabolisée il y a déjà plusieurs décennies par l'industrie pharmaceutique parce qu'ils ont voulu imposer des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour les infections courantes, pour la fièvre des nourrissons, qui sont des produits dangereux, qui peuvent donner des problèmes rénaux, des problèmes hémorragiques. Moi, quand j'étais interne, même chef de clinique, quand j'étais chef de clinique en maladie infectieuse à Paris, à l'époque, en maladie infectieuse, on avait des nourrissons, des enfants, des adultes, des vieillards. J'avais tous les âges dans le service. Après, ça a été séparé. Moi, j'ai fait de la pédiatrie pendant des années, mais l'aspirine, c'était le médicament de base des enfants, les suppositoires de juvépirine, tout ça. Puis du jour au lendemain, non, l'aspirine, c'est très dangereux, ça tue les enfants. Mais ça, c'est des inventions totales. Et puis, quand j'ai fini mes études de médecine, j'avais jamais entendu parler, c'était en 78, j'ai jamais entendu parler du paracétamol, du Doliprane, qui n'est pas un bon médicament. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont imposé comme ça. Alors justement, on a l'impression qu'Ursula von der Leyen a envie de mettre de l'ARN un peu dans tous les vaccins classiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passerait? Ça me terrorise parce que
Bon, il y a des critiques quelquefois sur les vaccins, qu'il y a des effets secondaires, mais quand on regarde les courbes sur 30 ans... Sur les vaccins classiques. Les vaccins classiques, il y a très très peu d'effets secondaires. Il y a beaucoup de polémiques, des gens qui sont un peu polémiques pour rien, je dirais. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes ces polémiques. Mais j'ai toujours eu confiance dans les vaccins. Maintenant, je reconnais que je n'ai plus confiance dans l'industrie pharmaceutique depuis cette crise. Donc, ils sont capables de nous faire des saloperies, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ils l'ont annoncé publiquement, Ursula a donné son feu vert, ils veulent remplacer tous les vaccins classiques par des pseudo-vaccins ARN messager. Et on sait qu'ils ne marchent pas, qu'ils sont dangereux. Donc pour moi, c'est honteux. Ils ont commencé à faire des études sur le virus respiratoire syncytial, la bronchiolite. C'est vrai que la bronchiolite, ça peut tuer les nourrissons, mais le traitement, c'est la kinésithérapie respiratoire. Donc, il faut avoir des kinés, éventuellement des lits d'hospitalisation quand c'est le pic épidémique qui va durer 3 semaines. C'est-à-dire ça sature les urgences. Et comme ils ont fermé tous les lits de pédiatrie, les urgences de pédiatrie sont prises d'assaut, et qu'il n'y a plus trop de kinés, il n'y a plus trop de prise en charge. Donc ça y est, on va avoir un vaccin génial. Bon, heureusement, il voulait déjà le recommander chez les personnes âgées, mais il paraît que l'étude a pris du plomb dans l'aile, bon, tant mieux. Mais ce qui me fait encore plus peur, et Ursula a donné son feu vert, c'est qu'ils sont en train de développer les vaccins ARN messagers autoréplicants. Alors ça, c'est une bombe atomique, c'est une arme de destruction massive, ça va tuer la planète, parce que c'est déjà l'ARN messager modifié du Covid. Vous savez, oui, vous vous souvenez, ils disaient, non, mais on l'injecte dans le bras, et ça reste au dans bout le bras. d'un jour ou 3 jours maximum, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ARN, plus de la protéine de pointe, dite spike et tout ça. Alors maintenant, il y a des publications sérieuses qui disent que 2 ans après, pas chez tout le monde, mais on retrouve encore l'ARN messager, la protéine de pointe. On sait que l'ARN messager peut à l'envers s'incorporer dans l'ADN. Je l'avais écrit dès 2021, je m'étais fait attaquer parce qu'on a dans nos cellules la transcriptase inverse, comme dans le virus du sida, capable d'aller à l'envers. Elle ne s'active pas chez tout le monde, mais elle y est. Alors j'étais insulté par les fact-checkers à l'époque, mais depuis il y a plusieurs publications qui ont confirmé mes dires. Donc déjà, l'ARN messager modifié comme ça du Covid était une saloperie qui est dangereuse, qui peut rester à long terme. Alors là, quand c'est autoréplicant, ça sera ad vitam aeternam. Alors l'argument marketing des fabricants, c'est « Ah, c'est génial, il n'y aura pas besoin de rappel ». Ben oui, parce que une fois que c'est injecté, ça se répliquera sans arrêt, jusqu'à la mort de l'individu. Alors quand je dis ad vitam aeternam, pour moi, ce sera ad vitam très raccourci. Parce que, et ça, c'est un génocide annoncé, ça ne cache même pas. Ils construisent des usines, ils investissent des milliards. Et alors là, il faut vraiment, même avec l'ARN messager simple, modifié simple, même s'il n'est pas autoréplicant, il faut refuser catégoriquement de se faire inoculer ou protéger ses enfants. Et je dis aux gens, il faut qu'ils s'organisent en famille, dans les écoles, dans les quartiers, dans les associations, commencer à prévoir la résistance, parce que si on est tout seul le jour où l'école impose je ne sais pas quoi, les gens sont démunis, et puis il faut s'organiser avant, peut-être être conseillé par des avocats, pour vraiment organiser une résistance massive le jour où ça viendra. Parce que s'il y a une résistance massive, ils sont obligés de plier. Il faut apprendre à dire non. Les Français se sont laissés manipuler parce qu'ils ont cru que Macron voulait leur bien. Ils ont cru que Véran voulait leur bien. Bah, c'est dur à croire que Macron était là, sinon on serait tous morts. Ben non, le Covid a été inventé pour vous tuer, et le vaccin a été inventé pour vous tuer. Ouvrez les yeux, bon sang. Et là, ils sont en train de continuer. Et justement, l'ARN autoréplicant, c'est Hélène Banoun et Jean-Marc Sabatier qui disent qu'il est administré aux canards depuis octobre 2024 en France, dans le plus grand secret. Du coup, ils redoutent, par exemple, le canard en magret qui est un peu cru. Est-ce que ça ne peut pas venir? Alors, oui, j'avais rencontré Jean-Marc Sabatier dans une réunion à Dijon il n'y a pas très longtemps. Je lui avais posé la question, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'ARN messager. Il a étudié ça plus que moi. Il disait qu'il y a des ARN qui peuvent résister 10 minutes. Non, ils peuvent résister 1 heure à 110 degrés, je crois. Je crois que c'est une heure. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais ça peut résister à un temps assez prolongé. Donc si on fait cuire un poulet plus d'1 heure au four, bon, ça va.
que c'est à plus de 100 degrés, mais si on fait un magret de canard un peu rosé ou qu'on fait cuire un œuf à la coque, un œuf sur le plat, le jaune est encore liquide, il est possible qu'il y ait encore de l'ARN messager autorépliquant dedans. Alors après, je ne sais pas, ça n'a pas vraiment été étudié, donc je ne peux pas me prononcer au jour d'aujourd'hui. Si on l'avale par voie orale, est-ce qu'il va traverser le tube digestif, être contaminant? Je n'en sais rien. C'est possible, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que Bill Gates vient de financer des études qui sont en cours pour inoculer l'ARN messager par spray. Alors, soi-disant, ouais, c'est sympa, on fait un petit spray, ça évite l'injection. C'est toujours présenté sous un mode, ouais, c'est sympa, c'est pour votre protection, votre confort. Et imaginons que dans le métro, tout ça, ou dans un espace confiné, ils dispersent sans qu'on sache de l'ARN messager. Ça peut être un génocide. On sait que les Américains l'ont fait il y a longtemps dans le métro de New York, ils dispersaient Serratia marcescens. Vous vous souvenez de cette histoire? Non. Il y a eu plein d'histoires où l'armée américaine a fait des études pas très sympas. C'était reconnu officiellement. Il y a eu des débats publics à la Chambre des représentants des États-Unis dans les années 70-80. C'était reconnu. Et par exemple, Serratia marcescens, c'est une bactérie qui est inoffensive pour quelqu'un en bonne santé, qui peut être très sévère chez des gens immunodéprimés. Ils se sont dit, bon, comme c'est pas très méchant, ils l'avaient mis dans des ampoules, comme des ampoules électriques, mais pendu à des ficelles, et quand le métro arrivait dans une station à New York, percutait l'ampoule, ça disséminait Serratia marcescens. C'est juste pour tester, voir ce que ça faisait sur la population. C'est marrant, hein? Et il y a eu une épidémie de pneumonie à Serratia marcescens chez des gens qui n'étaient pas si immunodéprimés que ça. Il y a eu des morts. Bon, tout ça, ça avait été camouflé, mais ça, c'est un exemple. Il y en a eu d'autres, hein. Il y avait un député américain qui avait, dans un rapport officiel, qui avait dénoncé tout ça. Ça avait été reconnu, et puis après enterré, comme d'habitude. Et voilà, il y a quand même dans le passé, on voit qu'on ne peut pas toujours faire confiance à nos dirigeants. Donc quand je vois Bill Gates qui prépare un truc en spray, j'ai le droit d'être méfiant. Après, peut-être que Bill Gates est un type génial, mais bon. On a du mal à y croire. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que vous êtes complotiste et anti-vax? Alors, je suis ravi d'être complotiste, parce que les complotistes, c'est les gens qui dénoncent les complots. Le terme complotiste a été inventé par la CIA. C'était au moment de l'assassinat de Kennedy, de l'alunissage, tout ça pour dire toute personne qui est contre le narratif officiel, c'est un complotiste. Alors, les Anglais, des conspirationnistes. Bon. Effectivement, des complots, il y en a. On n'a pas le droit de le dire. Je suis très fier. Et moi, je dirais les complotistes, c'est les éveillés qui ont eu raison avant tout le monde. Après anti-vax, j'ai jamais été anti-vax. Maintenant, je suis tout le temps attaqué sur Internet. Perron, c'est un salaud. Il a recommandé les vaccins à nos enfants. Oui, parce que si on n'est pas pour le vaccin Covid, on est anti-vax. Enfin, maintenant, c'est... C'est ce que j'ai dit publiquement un jour. J'avais dénoncé ce vaccin Covid à la télé en disant qu'il y avait plus de morts quand on était inoculé. C'était un an avant d'être convoqué à la chambre disciplinaire des conseils de l'ordre. J'étais convoqué en entretien confraternel avec le conseil de l'ordre de mon département pour mettre en garde. Et ils étaient tous masqués, même Hippocrate était masqué. Bon, Hippocrate est devenu très dangereux. Et il me dit, bon, professeur Perron, vous allez prendre votre retraite bientôt. Vous n'avez plus le droit de parler du vaccin comme ça publiquement, sinon on va être obligé de vous radier. Et après, moi, j'ai dit dans les médias, le Conseil de l'ordre vient de m'interdire de parler des vaccins. Mais ça tombe bien, parce que ce vaccin, c'est pas un vaccin, donc je suis libre de parler. Moi, je fais bien parce que malheureusement, cette histoire totalement pourrie, où on a voulu tuer les gens avec une saloperie, ça induit, avec le mot vaccin, le pire scandale de cette pandémie, c'est le mot, on a osé appeler vaccin un produit expérimental de thérapie génique, qui n'était pas du tout un vaccin, il le savait très bien. Et malheureusement, le français moyen fait l'amalgame avec tous les vaccins pour les enfants. Alors qu'avant, les 11 vaccins, ils n'étaient pas obligatoires, ils étaient recommandés, sauf 3 qui étaient obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Ça dérangeait personne. C'est Agnès Buzyn l'a rendu obligatoire. C'est vrai que malheureusement, à l'époque, j'avais signé un truc, mais je le regrette parce que c'était un peu sous la pression. Mais moi, quand je présidais le comité des vaccinations en France pendant des années, je m'étais toujours opposé à l'élargissement des obligations. On avait même demandé au ministère de supprimer toutes les obligations, de faire que des recommandations. C'était ma position. Alors maintenant, on me reproche d'avoir signé, je peux faire une erreur dans ma vie, j'ai signé une fois une connerie, bon. Mais
Moi, je suis convaincu qu'il faut supprimer les obligations. Après, il faut être responsable, parce que si on supprime le vaccin contre la diphtérie va revenir. Le tétanos, la bactérie, elle est dans le sol. Ah, il n'y a plus de diphtérie. Ben oui, il n'y a plus de diphtérie grâce au vaccin. La polio, c'est pareil, même si le DDT a joué un rôle favorisant, le virus, il existe. Après, ce vaccin, on accuse le vaccin polio d'avoir donné des paralysies. Oui, parce que c'est une grande bêtise quand on vaccine les populations, de vacciner avec le vaccin vivant. Le vaccin vivant doit être réservé au rappel. Et ça, les gens l'ont oublié. Si on vaccine avec le vaccin inactivé, il n'y a jamais de paralysie. On peut faire le rappel avec un vaccin vivant. Mais comme l'OMS trouve que c'est plus pratique en population générale de faire ça par voie orale, ils ont généralisé le vaccin vivant, ce qui est une stupidité, parce qu'on sait que c'est un virus vivant atténué, c'est un produit naturel, mais qui peut réverser un virus virulent et donner des paralysies. Donc c'est pas intentionnel, c'est pas un complot pour donner la paralysie qu'on a fait un produit dangereux, c'est qu'ils utilisent mal le vaccin. Bon, la variole a été éradiquée grâce au vaccin. Maintenant, il y a des bouquins délirants qui disent le contraire, mais maintenant on diabolise Pasteur. Il y a une espèce de mouvement très malsain, mais maintenant il y a un nouveau mouvement, les virus n'existent pas. Je suis tout le temps agressé avec ça. Vous croyez encore au virus? Ben oui, j'en ai vu au microscope, j'en ai cultivé. Les épidémies existent, la contagion existe. Il y a aussi maintenant des chercheurs qui disent mais la contagion n'existe pas. Mais il faut être débile pour dire ça quand on voit toutes les épidémies qu'il y a eu dans l'histoire, même avant la 5G, même avant Bill Gates. Donc voilà, mais maintenant je suis d'accord avec Kennedy que toutes les études des vaccins ces dernières décennies n'ont pas été faites comme il faut, contre un vrai placebo. Quelquefois, ils comparent l'excipient avec l'excipient plus le vaccin, mais s'il y a des saloperies dans l'excipient, on ne peut pas voir la différence. Il faut remettre tout ça à plat, c'est ce que Kennedy est en train de faire aux États-Unis. Mais il ne faut pas... Moi, je suis toujours pour le vaccin classique. J'ai vacciné mes enfants, j'ai fait mon rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche l'année dernière, parce que la coqueluche, ça tue quand même, quand ils ne sont pas vaccinés, des nouveau-nés ou des nourrissons. Et souvent, c'est les parents, les grands-parents qui contaminent. Bon. Moi, quand j'étais interne en médecine, même étudiant, dans le vieil hôpital Claude Bernard, il y avait des salles entières, il y avait des 30 coqueluches qui étaient en train d'asphyxier, qui mouraient. Il y avait des morts de coqueluches. Autrefois, les gens oubliaient. Ah, il n'y a plus de coqueluches, pourquoi on vaccine? C'est des bêtises. Non, si on ne vaccine plus, ben, ça va revenir. Donc, je ne suis pas du tout anti-vax. Après, je suis d'accord qu'il y a des problèmes dans la méthodologie, qu'il faut en discuter. Bon, l'aluminium, pour moi, c'est un faux problème. L'aluminium est le troisième élément chimique sur Terre. Les gens ne savent pas. Il y a l'oxygène, le silicium, l'aluminium. Il y en a bien plus que du carbone, que du calcium, etc. Tout ça, ça a été monté en épingle, cette histoire d'aluminium. Ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, moi, si on peut supprimer l'aluminium, revenir au calcium comme adjuvant, je serais ravi, ça supprimera les polémiques. Mais des gens complètement obsessionnels sont partis dans des délires anti-vax. C'est pour ça que je ne suis pas anti-vax, je suis toujours pour la vaccination. Mais maintenant, je suis prêt à me battre comme Kennedy pour que l'industrie pharmaceutique revienne à des études sérieuses et qu'on ne menace pas nos gamins avec des nouveaux vaccins délirants qui ne seront peut-être pas des vrais vaccins. Mais ça fait beaucoup de mal. Je vois maintenant, tout le temps, je croise des gens, ben ouais, j'ai fait des faux certificats pour mes enfants, mes petits-enfants. Les gens n'ont plus confiance. Et ça, c'est leur faute, hein. C'est pas la faute de Pasteur ou de... Alors justement, pendant la pandémie, les gens ont été beaucoup divisés, les vaccinés, non vaccinés. Quel serait votre message pour conclure, pour essayer d'unir tout le monde Alors déjà, pour rassurer, parce que si c'est vrai, peut-être je ne suis pas sûr que 80% des Français étaient inoculés, il y a peut-être des faux vaccins, j'en sais rien. Mais beaucoup ont été inoculés, ils ont peur aujourd'hui, parce qu'ils voient autour d'eux des morts de turbocancer, de maladies auto-immunes, d'AVC, d'infarctus. J'ai vu qu'il y a plusieurs marathoniens, là, j'ai vu ça ce matin, qui étaient morts en courant de marathon, des tout jeunes. C'était jamais vu dans l'histoire du marathon. Hein. Bon. Mais je les rassure parce que la majorité finissent probablement par éliminer toutes ces cochonneries. Après, il y en a qui disent que la N-acétylcystéine, ça aide à éliminer, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, ce n'est pas toxique, c'est un produit naturel. On peut toujours le prendre. Mais ce n'est pas toute la planète qui a été décimée, il ne faut pas exagérer. Donc, le premier message, c'est refuser toute nouvelle injection.
L'autre jour, j'ai croisé une dame dans un dîner qui était fière d'avoir eu sa 8e injection. Je dis bravo, vous êtes solide. Bon, alors que le Covid n'a jamais tué personne, des gens très à risque, c'est hallucinant. Un jour, les gens de l'assurance maladie qui envoient et les directeurs généraux de la santé qui envoient ces lettres aux Français pour leur faire peur en disant continuez à vous faire inoculer, ils devront rendre des comptes devant la justice, puisqu'ils le savent que ça tue, que ça ne marche pas. Comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent se regarder dans un miroir le matin? Et donc, voilà, pour rassurer la population, je pense que tout ça va s'éliminer chez la plupart. Malheureusement, il y aura des victimes, il y en a toujours, parce que on sait que chez certaines personnes, ça se multiplie à long terme. Enfin, j'ai confiance dans l'espèce humaine qui a résisté. On a vu au Japon, à Tchernobyl, les gens ont résisté à des inoculations nucléaires, à des irradiations massives. Il y a une telle diversité génétique chez les humains et chez les animaux que tout le monde n'est pas touché de la même façon. Après, c'est le sort, ça peut tomber sur certains. Puis moi, j'ai confiance pour l'avenir, pour un message un peu d'optimisme après toutes ces histoires un peu sombres, c'est que tous ces gars dans le nouvel ordre mondial qui ont planifié ça on a toutes les preuves que cette pandémie avait été planifiée depuis des années. Ils sont tombés dans une démesure totale. On a vu Macron là, partir au Groenland pour sauver le Groenland, alors que Trump a juste dit il envisageait éventuellement de discuter avec le Groenland pour voir s'il pouvait s'associer aux États-Unis. Trump n'a jamais dit qu'il allait envahir le Groenland, et Macron va sauver le Groenland, mettre à la disposition la bombe atomique française. Et là, il y avait 3 pingouins qui insistaient, qui rigolaient. Non, mais le pauvre, il est tombé dans une telle démesure, c'est l'hubris des Grecs anciens. À un moment donné, tout ça, ça va se casser la figure. Surtout que les données, on les a. Et j'en ai même, ouais, mais on ne sait pas. Ben oui, parce que les gens ne cherchent pas par eux-mêmes. Ils regardent LCI, ils regardent BFM TV. Mais toutes les infos, si on est un peu curieux, on peut les trouver. Alors, on peut écouter Omerta, on peut écouter d'autres médias alternatifs. Je ne pense pas que, quand on regarde l'histoire de l'humanité, ça puisse durer éternellement. Après, je reconnais que c'est très long, j'en ai marre. Je pense que vous en avez marre aussi. Oui. Après, ce qui se passe dans le monde, bon, l'élection de Trump a été quand même un immense espoir pour beaucoup de gens dans le monde. Après, je ne suis pas non plus fanat de Trump, surtout. Quelquefois, il me déçoit, mais c'est toujours mieux que rien. Poutine est très aligné contre le nouvel ordre mondial et je pense qu'il est amoureux de son peuple, il le défend. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que les Russes adoraient les Français et que je n'ai pas vu de menace spéciale là-dessus. Donc, je reste optimiste malgré tout. Mais être optimiste, ça ne veut pas dire de ne pas être vigilant, continuer à informer. En tout cas, au Québec, j'étais... Parce que vous avez été au Québec récemment. Oui, j'en reviens, j'étais ravi de voir l'éveil de la population, la chaleur de leur accueil. Ils en ont bavé au Québec. Hein. C'était encore plus dur que nous, c'était 150 € d'amende. Eux, s'ils ne mettaient pas le masque, c'était 1500 $ d'amende. Hein. C'était très violent contre le peuple canadien. On a vu avec les camionneurs, on a vu... Le masque, d'ailleurs, qui n'avait pas grande utilité. Alors, les masques... Moi, j'avais été un grand défenseur des masques quand il y avait des épidémies de tuberculose dans les hôpitaux. Parce qu'à une époque, je ne sais pas pourquoi, les gens avaient oublié que la tuberculose était contagieux, parce que la tuberculose, c'était le Moyen-Âge. Moi, quand j'étais étudiant, interne, même assistant, des tuberculeux qui crachaient du bacille de la tuberculose, qui était contagieux, on les mettait dans les salles communes. Ça ne dérangeait personne, ils restaient 3 semaines pour faire tous leurs examens avant de les traiter, 1 mois. Et quand on s'en est aperçu quand le sida est arrivé, parce qu'un immunocompétent qui est à côté d'un tuberculeux dans un hôpital, s'il fait la tuberculose, il va peut-être le faire 3 ans après, ça ne se verra pas. Quand il y a eu l'épidémie de sida, comme il y avait beaucoup de gens immunodéprimés, concentrés, quand le bacille de la tuberculose a circulé dans les hôpitaux, c'était la catastrophe. On a eu une épidémie gigantesque de tuberculose dans les hôpitaux, et le personnel tombait malade. Quand j'étais étudiant en médecine, j'avais une copine étudiante qui a eu la tuberculose. J'ai connu des internes avec la tuberculose, j'ai connu des assistants, j'ai connu des professeurs de médecine, des microbiologistes faire la tuberculose. Toute ma carrière, j'en ai vu. Et quand j'étais jeune assistant,
C'est la première fois que j'avais travaillé d'ailleurs dans un groupe de travail avec le ministère, parce que j'étais spécialiste de la tuberculose et j'ai travaillé comme directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose de l'Institut Pasteur à Paris. Je m'étais battu pour qu'on impose le masque dans les hôpitaux, pas toute la journée, mais le malade, quand quelqu'un rentrait dans sa chambre, un soignant ou sa famille pour lui dire bonjour, ou si jamais il devait sortir dans l'hôpital pour aller à un examen. Le masque n'est pas totalement imperméable aux microbes, il limite la quantité de microbes. Quand vous toussez, vous crachez, ça fait un aérosol dans la pièce, avec des petites particules de salive ou de sécrétion bronchique en suspension qui descendent maintenant. Si quelqu'un rentre à ce moment-là, il en inhale plein. Donc ce n'est pas une protection à 100%. Mais si on prend la précaution dans la chambre d'un malade, que le malade met son masque, la personne qui rentre met un masque, on a vu disparaître quasiment du jour au lendemain la transmission de tuberculose chez les soignants. Alors les gens disent, ouais, mais le masque, c'est écrit sur la boîte, ça ne filtre pas les virus. Oui, ben ça, c'est le fabricant qui a écrit ça pour ne pas avoir d'ennui juridique. Mais même si le virus est plus petit que la maille du masque, un virus dans l'air n'est jamais tout seul, il est dans une sécrétion respiratoire, donc c'est beaucoup plus gros. Donc moi, je crois, nous, dans le Covid, dans une chambre, d'un malade qui tousse et qui crache, il faut mettre un masque. S'il y a, ou même dans la famille, s'il est à la maison, soigné à la maison, si on rentre dans sa chambre, c'est plus prudent qu'il mette un masque, que la famille mette un masque, le médecin. Mais alors, moi quand je présidais le Haut Conseil de la Santé publique, la commission maladies transmissibles, janvier 2010, j'ai signé au nom du Haut Conseil une recommandation pour le gouvernement comment gérer les stocks de masques en cas d'épidémie. Et j'ai découvert, quand j'ai relu plusieurs années après, je dis mais c'est magnifique ce qu'on avait écrit, c'est parfait, il y avait tout, comment on faisait tourner les stocks. Quelques mois après, le secrétariat général de la Défense nationale dit non, les masques, ça ne sert à rien. Jérôme Salomon, qui vient de mon service, quand il est directeur général de la santé, fait détruire les stocks de masques qui restaient, soi-disant qu'ils étaient périmés. C'était quand ça? C'était avant la pandémie. Il ferme la dernière usine de masques en France, je crois 1 an avant la pandémie. Il n'y avait plus de masques en France, même plus fabriqués. Mais moi, ça, c'est pas possible. Et après, quand la pandémie arrive, moi, je m'étais organisé avec les médecins généralistes de Garches autour pour prendre en charge les malades dans leur cabinet. Ils avaient été super, ils voulaient aller de l'avant. Ils avaient fait des cabinets Covid+, des cabinets Covid-, pour pas que les malades se croisent. Ils voulaient traiter. Et alors le gouvernement leur a dit, vous médecins, soignants, vous allez à la pharmacie, vous avez le droit à une boîte de masques par semaine gratuite. Il n'y avait plus de masques dans les pharmacies. Et puis une par semaine, quand on disait qu'il fallait changer tous les 4 heures, j'étais très choqué. J'ai dit pourquoi il n'y a plus de masques et tout ça. Et puis on voyait Véran. C'était interdit d'en vendre aussi au début, je crois. Parce qu'ils étaient ils voulaient les réquisitionner, soi-disant, pour les hôpitaux. Donc il n'y en avait plus. Aucune pharmacie n'avait un masque. Donc il y a des gens qui ont bricolé ça avec des slips, avec des bouts de tissu. Ouais, ça a sauvé quelquefois des situations. Et quand j'ai vu Véran, Salomon, Sibeth Ndiaye, Édouard Philippe, il disait les masques ne servent à rien. Puis, alors, il commandait des masques en Chine. Puis la France en a eu après tout le monde. Parce que, moi je sais, j'ai vu ça quand un ministère en France fait des commandes, il ne paye jamais. Ou il paye, on vous paiera dans 2 ans. J'ai vu, c'est pour ça que dans les hôpitaux, souvent les chantiers, c'est la catastrophe. Parce que les entreprises font faillite parce qu'on leur promet un chantier mirobolant, on ne les paye pas. Alors, ils appelaient les Chinois, on voudrait des tonnes de masques. Et comme les Français ne payaient pas comptant, ça partait dans les autres pays. On a même vu une fois les Américains qui avaient détourné un stock de masques sur un aéroport en Asie. Alors, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Moi, j'étais choqué, mais si, les masques, c'est utile, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Arrive fin juin, le premier avion arrive de Chine avec des masques. Le lendemain, c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas un masque, vous êtes un danger public, vous allez tuer tout le monde. Les hélicoptères qui se tournaient sur les plages, dans les forêts. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Un masque, ça ne sert à rien dans la rue. Un masque, c'est dans une chambre de malade. Éventuellement, dans le métro, si on tousse, on crache, après, on a obligé tout le monde à se masquer dans le métro, partout. Dans la rue, c'était un délire scientifique total. Et c'est pour ça, s'ils n'ont jamais pu vraiment me coincer, c'est que je connais tout tellement de l'intérieur. Surtout, j'ai tellement vécu toutes les situations qu'ils ne peuvent pas me baratiner. Moi, quand je parle, c'est avec la science, avec les faits. On a dit, Perron, c'est un anti-masque, j'ai jamais été anti-masque.
Je suis pour un masque quand c'est ça nécessaire. sert à quelque chose. C'est comme si on disait il faut mettre des préservatifs dans la rue tous les jours pour marcher. Le préservatif, c'est utile quand c'est à bon escient, au bon moment. C'est pas, on ne porte pas des préservatifs dans le métro. Non, mais c'est un peu c'est une image un peu osée, mais c'est pareil. Donc tout ça, c'était du gros blabla, de la grosse manipulation pour faire peur. Et malheureusement, les Français, réputés comme étant un peuple rebelle qui a fait la révolution, ils ont été très couchés, très passifs, ça m'a un peu déçu. Bon, il y a eu les gilets jaunes, mais c'est vrai qu'ils ont été réprimés très durement. J'espère qu'ils vont se réveiller, mais je vois quand même, quand j'interroge des gens, je discute, même là j'étais au Québec, là, on était reçu par un écrivain dans une maison au bord du Saint-Laurent, on a passé la nuit chez lui. Et il fait un peu maison d'hôte pour arrondir ses fins de mois, donc il reçoit des Français, en vacances. Il me dit l'année dernière, ils étaient tous à fond pour Macron, il nous a sauvés. Et cette année, il dit c'est la première fois que je vois des gens, on ne fera plus le coup, on se fait avoir. Donc, vu de l'extérieur, vu du Québec comme ça, que c'est de simples touristes, on voit qu'il y a un changement. Et moi je le vois un petit peu, mais c'est long, hein, mais pour vous rassurer, le mouvement épidémique va toujours des moutons vers les éveillés, jamais dans l'autre sens. Un éveillé ne devient jamais un mouton. Et c'est pour ça qu'ils sont cuits, je pense. Parce que mais là, les gens en ont ras-le-bol, je pense. On le voit, c'est pas besoin d'un sondage. Quand on voit il y a 1,5 million de gens qui regardent le président, c'est une baffe gigantesque, bien plus gigantesque qu'une autre baffe salée. À Hanoï. Bah, écoutez, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur votre actualité ou... Non, ben là, il faut rester optimiste, rester soudé, ne pas se laisser manipuler et surtout apprenez à dire non et à réfléchir à l'avance, à savoir refuser, accepter que l'idée qu'un gouvernement n'est pas là pour votre bien. Ce qui est dur. C'est difficile. Les gens dans les dictatures l'ont compris. D'ailleurs, moi j'étais étonné, il y a quelques années, quand j'étais encore en activité, je voyais beaucoup de maladies de Lyme chroniques et j'avais des patients qui venaient d'Europe de l'Est, qui avaient été jeunes en Pologne, en Yougoslavie, en Tchéquie. Et quand la crise Covid est arrivée, tout de suite, ils m'ont dit « Oh là, ça sent mauvais en France ». Parce qu'ils avaient déjà vu et vécu. Ça me rappelle ce que j'ai vécu quand j'étais étudiante à Varsovie, quand j'avais 20 ans. Et ils l'ont tout de suite vu. Les pays. Et c'est pour ça que la Hongrie, la Roumanie, pourquoi ils ont truqué les élections? Parce que les Roumains n'étaient pas cons. Ils avaient vécu Ceausescu. L'année dernière, quand j'étais au Sénat américain, il y avait un camionneur canadien qui était d'origine roumaine. Quand il était tout jeune, il avait connu la dictature de Ceausescu. Il avait fui au Canada, il est enfin le Canada, un pays libre, c'est super, il était content. Quand il y a eu le mouvement des camionneurs sur Ottawa, lui il était pacifique, il était là, comme il ne voulait pas dégager tout de suite. Les policiers l'ont arraché de son camion, l'ont tabassé, il a eu des fractures, quoi. Il a subi un truc absolument horrible. Et là, il témoignait justement au moment de l'audition au Sénat américain en disant « Mais moi, jamais j'ai vécu ça dans la dictature de Ceausescu, j'ai vécu ça au Canada, grand pays libéral aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui dans les gens des pays de l'Est qui ont vécu ça. Nous, on a vécu l'occupation allemande, moi je n'étais pas né, mais on n'a pas vécu ça vraiment de l'intérieur. Donc voilà, donc je crois qu'il faut rester fraternel, soudé, croire. Moi, je suis devenu beaucoup plus croyant et je crois qu'il va y avoir un retour j'espère, de bonheur dans l'humanité, d'amour, de fraternité, parce qu'on est tombé dans une période glauque, sataniste. Je pense que la lumière va revenir, moi j'en suis persuadé. Voilà, c'est mon message d'espoir. C'était peut-être nécessaire pour faire un nettoyage. Voilà, peut-être qu'on a besoin de connaître le pire pour renaître, je l'espère. Bah, écoutez, sur ces beaux mots, merci encore d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très vite sur Omerta.